Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un épisode questions et réponses. Donc, il n'y aura pas de thématique principale, même si tu le sais, tout tourne au niveau autour de l'immobilier et de la rénovation de manière générale. Mais j'ai préféré me garder un épisode avant la fin de l'année 2023 pour répondre à des questions qui sont, c'est des questions du moment, on va dire, que j'ai reçues je crois que la plus ancienne, elle a 2 mois, donc c'est vraiment voilà, sur les 2 derniers mois, sur le dernier du coup trimestre 2023, des questions d'actualité. J'ai fait un mix entre des trucs un peu d'actualité et IMO, voilà, pour rester quand même toujours dans le thème. Donc voilà comment ça va se passer. Ça va pas être un épisode très très long, mais au moins c'est un épisode qui a l'avantage de traiter les questions auxquelles j'ai pas répondu. Je suis désolé déjà, je m'excuse à tous ceux pour qui j'ai pas répondu. Vous savez que je suis quand même beaucoup plus réactif sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn et Instagram. Là vraiment, si vous m'écrivez sur ça, il y a de fortes chances que je vous réponde dans la semaine. Là, j'ai pris les questions qui reviennent par mail à toutes les personnes qui reçoivent la lettre, du coup, la lettre zéro bullshit. Donc, c'est la lettre, c'est une newsletter mensuelle, donc 1 fois par mois, que tu reçois si jamais bah, tu es abonné à la newsletter, évidemment. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu la reçois pas, bah, il te suffit de m'envoyer un petit mail à chroniquimopodcast@gmail.com et je te rajoute à la newsletter chroniquimopodcast@gmail.com, chronique avec un S bien sûr. Tu m'envoies juste un petit mail où tu me mets newsletter et je te rajoute pour la prochaine du mois de décembre qui va arriver d'ici 15 jours. Voilà, donc j'en ai fini avec ma petite promo et je peux commencer. Donc je me suis mis, alors 1, 2, 3, 4, j'ai 5 questions et potentiellement une sixième, mais je vais prendre le temps quand même de bien décrire le fond de ma pensée. J'ai pris la première question, c'est une question polémique. La première question, c'est pourquoi tu dis qu'il n'y aura pas de retraite? En fait, c'était pas la question exacte, mais j'ai préféré récupérer que ce petit bout pour être bien clair avec toi sur cet épisode. Tu n'auras pas la retraite que tu espères. Donc peut-être qu'il y aura une retraite, en tout cas un fonds de retraite, une pension qui existera, mais tu n'auras pas la retraite que tu espères. Et en tout cas, tu n'auras pas le retour sur l'argent que tu cotises. Donc si jamais tu es un travailleur aujourd'hui salarié, indépendant, et que tu payes des cotisations sociales à l'État, tu ne recevras pas ce que tu as payé à l'État. Donc tu sais que quand tu reçois un salaire, tu as un prélèvement à la source, il y a une partie qui part euh, aux impôts, une partie qui part à la sécurité sociale, une partie à la caisse de retraite, etc. Bon, ben, ce que tu mets en fait, tu le récupéreras pas. Pour la bonne et simple raison que l'argent que tu mets, il a une valeur à l'instant T. Il a une valeur X, par exemple, si sur ta fiche de paye, ta cotisation, c'est 100 euros par mois, ben en fait, c'est 100 euros par mois. Là, ce que tu peux acheter aujourd'hui avec 100 euros par mois, quand toi, tu seras à la retraite, ça va valoir walou, ça va valoir zéro. Tu pourras rien faire avec cet argent. Donc même s'ils te payent l'équivalent par rapport au barème de retraite auquel tu as cotisé, ça ne te servira à rien, tu ne seras pas suffisamment pour vivre. Donc ouais, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de retraite, en tout cas pas à la hauteur que l'on espère, et à moins que d'ici à ce que tu sois en pension retraite, ben, il y a un changement de paradigme important sur comment on fait pour récupérer de l'argent pour remplir les caisses de retraite. Bah, je crois que t'es cuit, hein. Je crois que t'es cuit dans l'œuf. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette première question et j'ai retiré tout ce qui allait avec parce que en fait, la réalité, c'est que j'ai répondu à l'écrit à cette personne, mais euh, je lui ai répondu ça plus le reste. Mais euh, non, la retraite, en fait, il faut juste que tu te dises, ok, l'État va me payer suffisamment pour que je puisse peut-être me payer à manger mais suffisamment pas, enfin pas suffisamment pour que je me paye mon loyer, tu vois. Donc peut-être que ta retraite, elle te permettra d'acheter des bouteilles d'eau et suffisamment de protéines de soja pour te nourrir, tu vois, ou des protéines de criquet, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passera quand tu seras à la retraite. Mais il y aura certainement pas suffisamment dans les caisses de retraite pour que tu te payes ta bouffe, ton loyer, tes soins de santé, tes loisirs si les loisirs existent encore quand tu seras à la retraite, etc., etc. Donc, j'ai pas, évidemment, là je noircis le trait, et encore que, franchement, je crois que je suis dans le vrai. Euh, et non, je pense que ta retraite, tu dois te corriger le tir.
En fait, il va y avoir un minimum. L'État, il va te donner un minimum. Si jamais tu as cotisé, etc., ils vont sortir la planche à billets, ils vont créer de l'inflation pour pouvoir payer un minimum, tu vois. Mais de toute façon, quand tu seras à la retraite, il y a certainement la moitié des gaz de la Terre qui seront, qui seront sortis du permafrost et tu seras peut-être mort déjà. Donc, non, je vais essayer de me calmer parce que c'est un sujet qui me saoule, en fait, la retraite. La réalité, c'est que si tu veux de la retraite, pourquoi attendre d'être à la retraite? Tu peux te payer de la retraite dès maintenant. Tu peux faire comme moi, tu peux décider de quitter le salariat parce que tu as suffisamment de rente. J'appelle ça des rentes, mais je dis pas que je suis rentier, attention, hein, je fais très attention à ce que je dis. Euh, Tu peux te payer suffisamment d'immobilier avec du levier bancaire pour réussir à augmenter tes revenus mensuels. Donc tu peux avoir des revenus complémentaires en plus de ton salaire et du coup réduire tes heures de travail, ce qui te permettra mécaniquement d'avoir une sorte de mini-retraite, une mini-pension, puisque c'est couvert par tes loyers. Je ne sais pas si je me fais clair là, mais grosso modo, tu peux tout simplement décider de travailler moins et faire autre chose, travailler moins, c'est même comme on dit par ici à Montpellier, et tout simplement te permettre de kiffer. Parce que à ta retraite, je ne sais pas ce que tu... Dans ton message, et d'ailleurs ça je te l'écris dans mon mail, je te dis tout simplement, t'as quel âge pour penser à la retraite en fait. Si tu m'as écrit ce mail et que tu as 58 ans, ok, pas de souci. Pas de souci, la question est légitime. Mais si tu as 25 ans et que tu me parles de retraite, mec, il y a un truc qui va pas. Il faut pas que tu te concentres sur ta retraite, il faut que tu te concentres sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que tu vas foutre de ta vie dans les 5 prochaines années? Moi, à la retraite, je sais même pas si je serai vivant. Donc moi, l'argent que je prends maintenant, je veux le claquer maintenant. Donc toujours le petit matelas de sécurité, etc. Mais la retraite, on s'en tape, on s'en cogne. On a la vie des rats là pour créer des business rentables avant d'arriver à la retraite. Donc très sincèrement, arrête de te poser ce genre de questions. Si toi, cher auditeur, tu te poses la question des retraites et que tu n'as pas 50 balais, 50, 55, 60 balais, en fait, c'est pas ton sujet la retraite. Faut arrêter de croire. En fait, il y a un truc qui est fou. Et je pense que le problème, il vient de là. C'est que la génération de nos parents, de nos grands-parents, très jeunes, ils nous ont dit euh, pense à ta retraite. Je me rappelle, c'est une phrase, on me l'a souvent dite. Pense à ta retraite. Réfléchis. Réfléchis à ce que tu cotises. D'ailleurs, essaie de prendre un taf. Je sais pas si tu as déjà eu la conversation, ça c'est intéressant ça. Essaie de prendre un taf où en fait tu cotises je sais pas comment on appelle ça, à la caisse des cadres. Moi, là dernièrement, mon dernier taf, j'étais cadre. Donc ça veut dire que les heures que tu cumules pour les trimestres de cotisation à la retraite valent plus qu'un ouvrier. Mais c'est quoi ce bordel? Déjà, est-ce que c'est fair play? Déjà d'une, est-ce que c'est fair play? Et de deux, on s'en fout. La vraie, en fait, les gens prennent pas suffisamment de recul sur ce qu'ils foutent de leur vie. Mais est-ce que tu fais quelque chose qui te plaît déjà? Avant de penser à est-ce qu'il faut que je choisisse un taf par rapport à combien ça va cotiser à la retraite. Et c'est ça qui est dramatique pour raccrocher les wagons avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la génération de nos parents et de nos grands-parents, ils démarraient tout le temps leur carrière avec cet objectif sous-jacent de se dire, OK, à quel endroit je vais aller me planquer le mieux pour avoir la meilleure retraite. Ce qui est débile, parce que toute cette génération, ils sont en train de crever du cancer, de je sais pas quoi, de l'amiante qui leur est rentré dans les poumons de tout ce qu'ils ont vécu. Voilà, donc tu as compris, je noircis le tableau, je grossis le trait, mais grosso modo, c'est ce que je pense de la retraite. Et donc, du coup, quand on me dit pourquoi tu dis qu'il n'y aura pas de retraite, ben, la réponse, elle est toute faite. Il n'y aura pas de retraite parce que la- l'économie n'est pas faite pour que le capital Y soit égal au capital X. Ce que je veux dire par là, c'est que mathématiquement, on ne peut pas faire en sorte que la valeur d'un objet ou la valeur d'une pièce ou d'un billet soit la même, en fait. Tout simplement parce qu'il y a une fluctuation de marché, il y a de la création de richesse, il y a une démographie qui augmente, il y a le climat qui change. Enfin bon, il faut tout prendre en compte, mais il y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'algorithme qui existe aujourd'hui pour prévoir quelle sera la valeur de 100 euros dans 25 ans quand tu seras à la retraite, par exemple. Tout simplement. Allez, next.
Prochaine question, là c'est une question immobilier. Comment forcer mon locataire à payer le reste de son loyer? En fait, la CAF me paye 80% du loyer, mais je m'assois sur 35 euros par mois plus les charges. Ouais, merci pour ta question. Très bonne question. D'ailleurs, ça fait un parallèle avec une situation que je vis avec un locataire. Donc, évidemment, je vais pas dire son nom ni rien, mais c'est un peu la même chose. Alors, c'est peut-être pas 30 euros, c'est peut-être un peu moins, mais j'ai un studio où j'ai un locataire qui, depuis quelques mois, bah alors peut-être qu'il est mort. Et franchement, s'il est mort, mais à culpa. Je suis désolé. Mais en vrai, il me casse un peu les bonbons parce que bah, ça fait quelques mois où je m'assois sur un peu moins de 30 euros aussi. Voilà. Un peu moins de 30 euros. Donc, comme toi, je comprends ce que tu veux dire par là. Maintenant, comment forcer mon locataire à payer le reste de son loyer? Alors, déjà, la première chose, c'est de le notifier. Donc, la bonne réponse, c'est ben, avoir recours aux voies légales. Euh, voilà. Il y a une fille qui est top, qui en parle très bien, qui s'appelle Claire D'Huissier. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Sur les réseaux, donc tu peux la contacter de ma part enfin tu peux y aller, de ma part ou pas, peu importe, mais elle saura te guider sur la partie légale et te dire vraiment les bonnes étapes. Moi, je te dirais les bonnes étapes, c'est bah, déjà essayer de l'appeler au maximum. J'imagine que si tu es dans la situation où tu me poses la question, c'est que la personne ne te répond pas. Donc, évidemment, un maximum d'échanges écrits avec des preuves. Donc, ça veut dire des recommandés, des mails évidemment, donc des recommandés avec accusé de réception dans lequel tu le sommes de payer le restant dû de son loyer multiplié par le nombre de mois où il ne te paye pas, charges comprises hein, évidemment, tout en sachant que, alors je crois pas que tu aies le droit de lui demander des pénalités de retard, à moins que ça soit stipulé dans ton bail, hein. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est lui envoyer un recommandé en parallèle de la demande de paiement. En anticipation, donc 6 mois avant la date d'anniversaire de la fin de son contrat bail, tu lui envoies un recommandé comme quoi tu ne renouvelles pas son bail, voilà, tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Ben parce que, en fait, toi, vu que les mois passent, bon là on est en trêve hivernale au moment où je te parle, on est début décembre, donc vu qu'on est en trêve hivernale, ben, toi tu vas pas pouvoir le bouger jusqu'à la fin de cette trêve. De toute façon, tu as une grande partie de ton loyer qui est payé par la CAF. Donc, si jamais tu fais la déclaration à la CAF comme quoi tu touches pas le restant dû, la CAF va stopper les paiements. Donc, tu vas être encore plus dans la mouise parce que jusqu'à la fin, de toute façon, jusqu'à la fin de la période hivernale, plus jusqu'à la fin de l'anniversaire de son bail, dans tous les cas, il sera dans les lieux. Donc, ça va te faire chier. À moins que ce soit quelqu'un qui vraiment euh, comment dire, fait un oubli, ça m'étonnerait quand même. Là, généralement, c'est des situations pour le vivre en ce moment, bon, c'est vraiment des petites sommes, mais pour le vivre en ce moment, moi je pense que c'est vraiment les gens qui ne peuvent pas payer, qui peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont une galère dans la vie. Et malheureusement, ça arrive. Donc, il faut aussi faire preuve d'un petit peu de, comment dire, de tact et d'humanité dans le sens où quand tu vas faire ta demande de paiement, il faut pas être agressif. Il faut pas être agressif, il faut être, voilà, c'est une injonction de payer et voilà, il faut bien le décompte par mois et voilà. Et pour pas que la gangrène, en fait, si tu veux, continue, il faut anticiper le départ de ce locataire. Un locataire qui paye pas, quand c'est fait avec de l'intelligence, on te prévient, on te dit que tu as une galère, que le locataire a une galère et que ça risque de mettre du temps, etc. Bon, bah, tu aménages, si tu veux, une modalité de paiement étalée sur un certain nombre de mois. Tant qu'il y a de la communication, j'ai envie de te dire, c'est bon, c'est validé. Par contre, quand il n'y a plus de communication et que la personne ne te paye pas, là, c'est autre chose. Et moi, je le vis et je t'avoue que ça me saoule. Allez, next. On passe à une question plus globale. Alors, là, j'ai pas noté les noms du coup, mais qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de rénover tes biens? Est-ce que tu as changé? Non, qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de rénover les biens depuis le nouveau DPE? Très bonne question. Très très bonne question. Depuis le nouveau DPE, qu'est-ce que j'ai changé? Alors du coup, depuis le nouveau DPE, ce que je fais, c'est que j'anticipe. Moi, je regarde beaucoup le calendrier. Ça veut dire que je me positionne uniquement déjà d'une sur les biens sur lesquels je sais que le calendrier ne va pas me pénaliser.
si jamais, euh, en fait, je me dis, ok, avec ce bien-là, admettons il est en F, si je veux atteindre une note D, ce qui est d'après moi très bien, hein, voilà. Si je veux arriver en D, euh, jusqu'à quand je peux, jusqu'à quand je suis safe en fait avec mon- la note obtenue. Et évidemment, je me mets toujours une notation un peu pessimiste. Et grâce à mon ami Ricardo, qui est diagnostiqueur, bah, j'échange vachement avec lui avant de prendre une décision. Que ce soit aussi bien sur me positionner pour faire une offre sur un bien, je l'appelle pour lui décrire le bien, il me dit attention, t'as peut-être pas pensé à ça, etc., etc. Et du coup, je revois mon offre éventuellement, ou alors je laisse tomber le projet. Et pareil, je le sollicite aussi sur la partie rénovation. Donc les différents, et c'était tout l'objet de ta question en fait, les différents points sur lesquels je fais très attention maintenant, ça va être toute la partie recyclage de l'air, pompe à chaleur et épaisseur des doublages des murs. Donc, fondamentalement, est-ce que je fais quelque chose en plus? J'ai envie de te dire, oui, je fais très attention et je sollicite quelqu'un qui est de la partie et qui peut me sauver mes fesses si jamais j'ai fait une erreur. Et la deuxième chose que je fais, d'ailleurs très 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 important, c'est quelque chose que j'avais pas encore communiqué là-dessus, mais je vais vous en parler. Mais avec Ricardo, on va faire du contenu spécial sur la rénovation et les biens, les passoires thermiques. On va faire du contenu spécialisé euh, pour ceux qui veulent se former à mieux rénover et à pas tomber dans les pièges du nouveau DPE avec son nouveau calendrier. À savoir qu'il y a deux types de pièges, il y a les pièges à la revente et les pièges à la location. Parce que les locations aussi sont soumis au nouveau DPE. Et donc du coup, c'est surtout ça qui est important à nos yeux, c'est d'être toujours aux normes pour pouvoir louer, c'est-à-dire avoir un audit énergétique suffisamment performant pour que quand tu fasses un nouveau bail, tu sais que quand tu fais un bail de location, tu es obligé de remettre les DP, enfin le DPE ainsi que les diagnostics, tout le reste des diagnostics. Et donc du coup, ben, l'idée c'est que tu sois toujours dans le vert en quelque sorte, si je peux dire, euh, pour ne pas être contraint d'avoir une rénovation importante à faire avant de pouvoir remettre en location. Je pense surtout à tous ceux qui sont dans les périmètres de permis de louer. Faites attention à vos fesses quand vous rénovez, faites pas de bêtises. Anticipez bien euh, grâce à l'audit, anticipez bien, essayez de faire des DPE projetés au maximum pour pour vérifier tout ça. Et puis il y a un autre sujet que vous pouvez faire, c'est que, enfin, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Si jamais tu passes par une agence immobilière et que tu veux acheter un bien, une passoire, tu peux leur dire, ouais, est-ce que vous pouvez me faire un devis travaux qui prend en compte les améliorations du DPE. Et il y a nos amis de chez Travaux et Meubles qui font ça très bien. Donc en fait, il suffit de dire à l'agent immobilier, est-ce que vous pouvez faire ça via Travaux et Meubles? En fait, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde dans le sens où euh, Travaux et Meubles, eux, ils se rémunèrent sur la prestation de travaux si jamais derrière ils vous vendent des travaux. Donc, la beauté du geste, c'est de dire à l'agence, ben moi je suis chaud pour vous faire une offre. Par contre, euh, il faudrait un diagnostic travaux fait par Travaux et Meubles. Donc, c'est l'entreprise qui est partenaire du podcast. Et voilà. Et donc, Travaux et Meubles et l'agence, ils vont se mettre d'accord sur la création d'un diagnostic travaux. Je cherche mes mots, mais c'est pas possible. Le diagnostic travaux, une fois fait, il vous sera remis. Et évidemment, derrière, il va y avoir une proposition de travaux faits par des artisans qui sont qualifiés, qui sont comment, RGE, Renault, je sais pas quoi, enfin voilà, qui ont tous les trucs bien pour pour que la rénovation se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Je me suis perdu dans mes explications. Je disais juste que ce que j'ai changé fondamentalement, c'est le niveau d'attention et surtout, je suis intransigeant sur l'épaisseur du doublage. Donc avant, je faisais peut-être que ça coûte plus cher, hein. Ça, c'est que les choses soient claires, ça coûte un poil plus cher parce que c'est l'isolant hein, ça te coûte plus cher en isolant. Donc je conseille de mettre double. Donc faut pas hésiter même à aller jusqu'à une vingtaine de centimètres d'épaisseur d'isolant
Quand avant, quand on était entre 5 et 7 centimètres, c'était validé, quoi, pour un mur extérieur. Bah, là, aujourd'hui, si par exemple tu peux. Alors, j'ai vu des trucs, j'ai vu des tutos passer qui sont juste dingues, qui sont extraordinaires, où il y a par exemple le mur qui donne sur l'extérieur qui n'est pas isolé, il monte une première cloison sèche, sans isolant, donc du coup, mais avant de la refermer, ils jointent au silicone partout, de haut en bas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ils enferment l'air, ça fait une lame d'air, ils enferment l'air dans l'équivalent d'une double peau de placo. Je sais pas si je suis clair. Tu vois, tu peux prendre un rail qui est moins large que les rails classiques et tu enfermes de l'air. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça c'est ultra isolant. Et juste derrière ça, tu reposes un rail et là, tu mets ton isolation. Donc ça, c'est une très bonne stratégie. Évidemment, il faut faire le ratio de ce qui va te coûter le moins cher. Est-ce que ça te coûte par rapport à ton nombre de mètres carrés? Est-ce que ça te coûtera moins cher d'acheter plus de rails et de placo ou est-ce que ça te coûtera moins cher d'acheter plus de matériaux isolants? Ça va aussi dépendre du prix au mètre carré de ton isolant, du coefficient RR, donc qui est là pour te dire si ça vaut le coup de doubler ton, ton épaisseur ou pas. Ou du coup de changer de matériau, par exemple, de passer de la laine de roche à de la laine de bois ou de la laine de coton, etc. etc. Il y en a d'autres, hein. Il y a tout un tas de trucs. Donc voilà, je fais très très attention à ça. Évidemment, les flux d'air, ultra importants. Et, et sur certaines rénovations où avant on ne changeait pas les fenêtres, là maintenant on va le faire systématiquement. Je pense à un T3 là qu'on a démarré tout début décembre. C'est un T3 de 63 mètres carrés. Il a une façade nord, une façade sud. Et on comptait changer à la base que les deux portes-fenêtres de la façade nord. Et en fait, enfin, il y a une règle qui dit que si tu les changes, normalement, il faudrait tous les changer parce que si tu le fais pas, ça peut créer sur le mur autour de la fenêtre que tu n'aurais pas changé, du coup, pourrait se créer de la moisissure due à une création de pont thermique. Parce que si tu es hyper étanche à l'air partout, mais que tu as une fenêtre qui est plus froide, et tout simplement parce qu'elle est plus froide, parce que c'est pas du double vitrage, c'est pas une menuiserie PVC, c'est un truc différent. Enfin bon, bref, peu importe. Mais là, notre problématique, par exemple pour cet appartement, c'était de se dire, ok, si on la change pas, en fait, c'est quoi le ratio coût d'opportunité et valeur ajoutée versus valeur ajoutée? Et donc du coup, bon bah là pour le coup, tu vois, ça va nous coûter peut-être un billet de 2 000 € de plus, mais lisser sur le long terme, c'est un achat long terme, c'est pas un achat revente. Bah, 2 000 €, tu vois, déjà, même en 2 3 ans, ça te revient à rien, quoi. C'est nul. Dans l'opération, 2 000 €, c'est rien du tout. Donc on le fait. On le fait, comme ça en plus on prend pas le risque de créer un pont thermique avec une création de moisissure sur la partie, sur cette fameuse façade. Euh, voilà un petit peu pour cette question. Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Pour tous les autres, rendez-vous sur le lien en description pour tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Allez, je continue, j'enchaîne avec la prochaine qui est je ne suis pas capable d'être constant Ah ouais, alors là c'est une question un peu plus générale, c'est une question motivation. Ah, très intéressante celle-là. Je ne suis pas capable d'être constant dans ma motivation à investir. Comment tu procèdes? Alors quand j'ai lu cette question, j'avoue que j'ai bugué. J'avoue que je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Euh, Dans le sens, moi-même je me suis dit mais je ne sais pas répondre à cette question. Parce qu'il ne faut pas que tu crois que je me lève tous les matins avec la rage de vaincre, hein. Je suis pas Bruce Lee, quoi. Donc moi, vraiment, je me lève comme toi. J'ai des matinées qui sont plus dures que d'autres. J'ai des journées où faut pas me saouler. On est tous pareils. Mais quand même, globalement, je dirais que dans ta question, il y a une partie de la réponse. Ta question, c'est
Je ne suis pas capable d'être constant dans ma motivation à investir. Et du coup, en regardant cette question, et en réfléchissant à ce que... Tu vois, j'ai pas vraiment préparé ma réponse, mais d'ailleurs, je t'ai pas du tout répondu par mail, je m'en excuse, mais juste, je me suis dit peut-être que si tu remplaçais le mot investir par entreprendre, ça changerait ta vision de l'immobilier. Parce que bah, j'imagine que t'as pas précisé, mais j'imaginais que la question était orientée immobilier, quoi. Et effectivement, en fait, l'ampleur de la tâche, quand t'as pas encore investi, l'ampleur de la tâche peut paraître un peu colossale, quoi. Euh, Quand t'as pas investi, le premier achat, si tu dois découper l'éléphant et en faire une to-do list, ça fait une major to-do list, quoi. C'est énorme. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, bah peut-être qu'en fait, c'est parce que tu vois pas ça comme de l'entrepreneuriat. Et moi, je le répète très souvent dans les épisodes, l'immobilier, si tu le vois comme un truc de bon père de famille, tu vas t'endormir en fait. Tu vas t'endormir. Euh, et en fait, tout réside, je pense, dans l'idée de se dire, ok, j'investis comme j'entreprends. Donc moi, j'achète de l'immobilier comme si en fait, je suis le PDG de mon entreprise et mon entreprise, elle a pour but d'acheter de l'immobilier et de faire des profits grâce à la location. Donc ça veut dire que j'achète suffisamment bas et je rénove suffisamment bien, bien mais de manière rentable, pour que en fait le ratio loyer et coût du crédit ben, soit positif pour moi. Donc c'est une entreprise à but très lucratif, voilà, il faut dire les choses, si jamais tu le fais de cette manière-là. Donc l'immobilier vu comme de l'entrepreneuriat, c'est une entreprise à but lucratif. Donc arrête d'utiliser le mot investi. En plus, le mot investisseur, je sais pas pour toi, mais moi quand j'ai commencé, j'avais du mal à dire que j'étais investisseur, hein. Franchement, il y a 12 ans, là, quand j'ai fait mon premier projet, le moulin là, du 17e, franchement, les gens, j'avais honte, hein. J'avais honte. Les gens ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet, etc. Rien que dire la phrase, j'investis en immobilier, mais je le faisais même pas, quoi. J'avais honte de moi, j'avais peur que les gens me jugent, qu'ils disent, mais pour qui il se prend celui-là? Mathieu, il a changé. Ça y est, il a acheté un appartement, il se sent plus pissé. Et en fait, la réalité, c'est que les gens, ils y connaissent rien. En fait, ils comprennent rien au mot investissement. En plus, tu vois, investissement, c'est un peu comme rentier. C'est un mot qu'on comprend, la définition, mais on n'arrive pas à le symboliser. Matériellement, c'est difficile à voir. C'est quoi un investisseur? Tu vois? Donc, je t'assure, c'est plus simple pour ton cerveau, c'est plus simple à accepter, et pour les autres aussi, très certainement, de te dire, en fait, t'es pas investisseur, mais tu es entrepreneur en immobilier. Et ton boulot d'entrepreneur en immobilier, c'est de faire des opérations qui soient plus rentables que ce qu'elles te coûtent. Bon, bah, jusqu'à là, c'est QFD. Et surtout qu'une fois que tu as payé tes impôts et, euh, et tes cotisations, bah, il t'en reste quoi. Il t'en reste sur ton compte, il t'en reste dans le compte de la SCI et tu peux en profiter. Voilà. Donc ça serait pour moi la meilleure façon de t'aider à répondre à ta question. Ensuite, quand tu me dis comment tu procèdes, ben, je te dis, en fait, moi, la réalité, c'est que je suis quand même devenu très entrepreneur dans ma façon de gérer l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est quoi une semaine de Mathieu? Bah, c'est déjà la semaine d'avant, bah, c'est avoir anticipé la semaine qui arrive, avoir fait un agenda qui est même aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, à 3 semaines. Donc un agenda où je sais à peu près ce que je vais faire et sur quel et où est-ce que je vais me déplacer. Donc je fais les entrées des lieux, donc l'état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Je réponds et je fais la gestion de tous mes lots. Je fais donc du coup tout ce qui est rédactionnel aussi. Euh, donc s'il y a une partie administrative évidemment, qui est un peu relou, mais franchement ça va. Et la plus grosse partie de ma semaine, c'est quand même être sur les chantiers, parce que bon bah moi j'ai des projets qui sont en cours de rénovation en ce moment. Et donc je passe beaucoup de temps à faire le tour des chantiers. La semaine dernière, par exemple, ça m'a pris 4 jours. De mardi à vendredi, la semaine dernière, j'étais full chantier. Euh, j'ai même, mardi soir et mercredi soir, j'ai même dormi sur un de mes chantiers. Voilà, pour te dire, bah, c'est un chantier qui est quasi fini, hein. Mais c'est un chantier où on a électricité eau chaude. Franchement, j'ai dit flemme de revenir. J'ai un peu plus d'1 heure de route. Donc j'ai dit, ben, je reste sur place. Lit gonflable, couverture, petite bouilloire pour pouvoir me faire un café le matin en me levant, et puis basta. Donc tu vois, la,
je pense que tu devrais retourner la question dans le sens, est-ce que si je voyais l'immobilier comme une façon d'entreprendre, et donc du coup, la pression est différente. Je suis entrepreneur, je veux faire en sorte que cette entreprise soit dans le vert, soit dans le positif, gagne de l'argent. Donc du coup, j'ai besoin qu'elle ait une bonne réputation pour pouvoir continuer à, à, à faire des nouveaux, à acheter des nouveaux biens immobiliers dans cette entreprise. Et bien, en faisant comme ça, je pense que du coup, le process, il va venir à toi. Le process, c'est être très organisé, découper l'éléphant, je le dis très souvent, donc prendre l'ampleur de la tâche dans son global, se poser 1 heure sur le bureau et découper. Donc tu te fais un prévisionnel des tâches à accomplir. Tu peux aussi utiliser sur Internet, il y en a plein gratuits, des diagrammes de Gantt qui sont très bien faits et qui existent déjà. Hein, tu n'as pas besoin de te les taper à les faire toi-même. Tu tapes sur Google, par exemple, diagramme de Gantt, investissement immobilier, et putain, tu viens de me donner une idée en plus. Là. C'est génial ça. Je pense que je vais en créer un. Je vais en brander un chronique IMO et je vais vous le préparer et je vais vous le faire refiler. Ouais, mais un beau diagramme de Gantt sur la partie étape investissement et un beau diagramme de Gantt sur la partie étape rénovation. Et pour moi, ces deux diagrammes sont censés être corrélés et surtout, n'achète pas sans travaux. Ou alors tu achètes en société pour faire du nu, mais sinon, tu achètes avec des travaux. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà un petit peu pour répondre à ta question. Et on arrive sur la dernière question. Comment tu te lancerais si tu étais à ma place? C'est-à-dire avec un CDI, ah oui, un CDI 37 heures et 8, je sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Ok, ouais. Avec un CDI 37 heures et 8 000 € de côté. Ok, très bonne question. Enfin, très bonne question. Je l'ai choisie parce qu'elle revient souvent. Euh, donc toi, pour le coup, tu as 8 000 €. Très souvent, on me demande qu'est-ce que tu ferais avec 10 000 €. Je considère que ta question, elle est un peu similaire. Euh, donc, en fait, déjà, c'est bien parce que si tu poses la question, c'est que tu as fait le choix d'en faire quelque chose, en fait, de ce CDI et de ces 8 000 €. Et je pense que tu as raison. Il faut que tu te fasses un plan. Même si c'est pas beaucoup d'argent, tu as raison. Il faut réfléchir comme si tu en avais beaucoup. Il faut que tu te fasses un plan. Donc, ton CDI, en fait, il faut que tu arrives à Alors, j'ai envie de te dire, tes 8 000 €, je vais pas te donner le conseil de te garder tes 8 000 € comme matelas de sécurité. Là, je vais aller à contre-courant de ce que tout le monde raconte avec le matelas de sécurité. Tes 8 000 €, on va les éclater. Ce que tu vas faire, c'est que ton CDI, tu vas faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Tu vas te planquer. Je veux que tu sois invisible aux yeux de tes patrons, que tu gardes ton CDI du mieux possible. Pourquoi? Parce que tes 8 000 €, on va les sucer là. On va tout prendre. On va même peut-être rajouter 2 000 €. Donc si tu pouvais mettre un peu plus de côté, pour arriver à une somme rondelette de 10 000 €. Et avec 10 000 €, tu vas pouvoir lever à peu près 100 000 € pour ton premier projet. Il y a quelques années, je t'aurais dit 120, 130, mais là, avec les taux à 5,3, là, j'ai regardé ce matin, euh, tu pourras peut-être lever qu'une centaine de milliers d'euros. Mais c'est déjà pas mal, ça fait un beau levier. Donc on prend tes 10 000. On paye les frais de notaire, on paye les frais bancaires, frais de garantie, etc. Avec tes 10 000 €. Et puis la petite poche supplémentaire qui reste, ça sera de l'apport. Donc voilà, tu fais ça. Vu que tu as un CDI, euh, alors je sais pas, du coup, il y a une question que j'aurais dû te poser avant, c'est est-ce que tu es propriétaire de ta résidence? Bon, on va faire comme si tu n'étais pas propriétaire de ta résidence principale. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un crédit immobilier à hauteur de 100 000 € pour acheter un ensemble de deux lots, par exemple un petit immeuble de deux lots ou une ancienne maison qui est divisée en deux appartements. Dans un de ces appartements, tu dis que c'est ta résidence principale, dans l'autre, tu fais du locatif. Et pour être tout à fait honnête, c'est même OK si c'est vraiment ta résidence principale, l'un des deux lots. Donc tu peux faire ça. Tu te mets dans un des deux lots, l'autre, tu le rénoves, tu le retapes, tu fais une belle location. Et du coup, tes 8 000 € là, je pense que sur un an au lycée, tu vas les récupérer si tu continues à mettre de côté avec ton CDI. En plus, ce qui va être beau, c'est que si tu vas vraiment vivre dans un de ces deux lots, tu vas annuler ta dette locative. Donc la dette locative, c'est ton loyer que tu payes tous les mois. Et donc du coup, ce qui vient de bouffer du taux d'endettement. Même si, évidemment, tu gagnes moins d'argent avec ton premier investissement immobilier,
tu viens annuler ta dette locative. Et ça vaut son pesant d'or. Ça vaut pas mal d'argent pour la banque. Surtout pour le premier projet. Parce que tu as montré quoi? T'as été capable de démontrer à la banque que tu es smart, que tu sais comment annuler ton loyer, et que tu te fais payer ton crédit IMO, plus évidemment, il faut que ça couvre aussi l'impôt foncier et toutes les charges, hein, par un locataire. Donc ça, c'est magnifique. Si en plus tu arrives à faire de la LCD, tu as tout gagné. Dans le sens où tu vas faire plus de chiffre d'affaires et tu vas avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Donc ça voudrait dire qu'en fait ton premier projet, il fait office de tremplin, effacement de dette locative et ça fait une sorte de premier bilan positif pour la banque. Et tout de suite après ça, dès que tu as remis euh, quelque chose comme 6-8 000 euros de côté, là tu les laisses vraiment de côté, ça devient ton matelas de sécurité, et là tu vas chercher une banque qui te fait un autre prêt immobilier, mais plus petit, parce que tu ne voudras pas mettre d'apport. Et donc c'est ça qu'il faudra négocier. Sur le prochain coup, tu dis, ben, le premier projet que j'ai fait, j'ai mis de l'apport. Donc sur le deuxième, il est moins conséquent, je ne veux pas mettre du tout d'apport, je veux me garder cet argent comme matelas de sécurité. Et en fait, tu as tellement de contreparties en termes d'ingénierie euh, économique, tu peux prouver ton ingénierie économique, ton savoir économique à la banque grâce à ton premier bilan. Et donc du coup, il n'y a aucune raison que ça passe pas, même pour une petite somme. Donc par exemple, le prochain coup, donc le premier coup, je t'ai dit 100 000 euros avec tes 10 000 euros, on les pompe. Deuxième coup, tu demandes peut-être la moitié, 45-50 000 euros, et là tu vas te taper un beau T2 ou un petit T3 dans une ville moyenne de province, tu vois, style, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut espérer si je prends les villes du coin, tu peux peut-être espérer du Arles, du Nîmes, du Béziers, du Perpignan. Perpi, tu peux faire un beau truc à Perpi, tu peux faire un beau T3 rénové à Perpi, proche des écoles, où en fait tu fais un T3 ou un T4, tu fais une coloc à l'année pour ton deuxième projet, et l'été tu fais de la location saisonnière. Et là, tu as fait le jackpot, tu as fait les trois numéros, là, tu vois, tu as fait les trois images qui vont ensemble, jackpot. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de vraiment lancer ta carrière en accumulateur de cash flow. Et après, normalement, les vannes seront ouvertes. Ça, c'est vraiment les deux premiers steps que je ferais si j'avais ce petit capital et ce CDI. Par contre, attention, me fais pas le coup j'achète, je fais deux projets et je quitte mon CDI. Tu pourras quitter ton CDI pour un meilleur CDI. C'est la seule condition pour laquelle tu aurais le droit de quitter ton CDI. Aujourd'hui, une bonne planque, si tu es dans juste une situation où tu as besoin de t'extirper de ta condition financière et de ta condition, entre guillemets, sociale, mon conseil, c'est ça. Euh, Ça sert à rien de te faire des vélos dans la tête. Mets-toi en mode infiltré, t'es un espion immobilier, et toi, ton seul but, c'est accumuler de l'immobilier pour t'extirper de cette situation. Donc, garde ton CDI pour aller créer ces opportunités, et, euh, et déjà, quand tu auras fait ça, à mon avis, il y aura bien 18 mois ou 24 mois qui auront coulé, et qui auront coulé sous les ponts, et on pourra du coup en rediscuter pour les prochaines étapes. Voilà ce que j'aurais fait si j'étais toi. Et donc du coup, j'ai fait le tour de toutes les questions. J'espère que cet épisode t'a plu. J'en ferai un peu plus souvent des épisodes réponses aux questions, parce qu'en fait, évidemment, j'ai pas tout pris. Je voulais pas que l'épisode il dure des plombs, mais vu que j'ai envie de passer du temps sur les questions pour, comment dire, pour renforcer mon propos et pas juste faire un ping-pong, euh, voilà, je pense que c'est intéressant aussi. Donc n'hésite pas, cher auditeur, si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire si tu es sur YouTube, par mail sur chroniquimopodcast@gmail.com, chronique avec un S, ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus réactif, LinkedIn surtout, Instagram aussi. Chronique Imo Podcast, normalement tu me retrouves très facilement. Voilà, voilà, on a fait le tour. Je te dis à lundi prochain, 10h30 dans tes oreilles. Ciao, ciao.